secondes. Donc, quelques mots d'introduction à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous sommes toujours dans la partie sur l'Empire romain au Moyen-Âge, souvent appelé Empire byzantin. Notre sujet aujourd'hui, c'est le 7e siècle, et ce qu'on pourrait peut-être appeler les crises du 7e siècle. Nous avons deux textes à discuter. Un extrait de la chronique de Jean de Nicciu sur, bon, je ne sais pas comment le résumer, sur l'arrivée au pouvoir d'Héraclius au début du 7e siècle, sur la question de la fin du règne de Phocas au début du 7e siècle. Et nous avons un deuxième texte, un extrait de la chronographie de Théophane, encore une fois, où nous voyons en action toujours l'empereur Héraclius, cette fois dans la dernière phase de la grande guerre entre les deux empires. Nous sommes avec le texte de Théophane sur les dernières actions et la victoire de l'Empire romain pour la première fois de son histoire, la victoire décisive sur l'Iran des Sassanides. Mais bon, dans un premier temps, nous avons la crise, les crises du début du 7e siècle entre Phocas et Héraclius. Et donc, je donne la parole à Monsieur Alvaro Mina de Rossi, que nous écoutons tous attentivement, et surtout notre répondant. Mais j'espère que nous pourrons vraiment avoir une discussion autour de ce texte qui implique tout le monde par la suite. Donc, à partir de maintenant, si tout le monde peut couper son micro, à part Alvaro qui va nous présenter ses résultats, son interprétation de Jean de Nicciu. S'il vous plaît. D'accord. Alors, avant de commencer, je voudrais mentionner plutôt les ouvrages dont je me suis appuyé pour développer ce travail. Alors, les ouvrages que je me suis appuyé sont celles de Jean-Claude Cheynet. L'ouvrage s'intitule Byzance, l'Empire romain d'Orient. Et sur un autre auteur nommé Béatrice Cassou-Chevalier, qui, dans son livre, porte le nom de Byzance, économie et société du milieu du 8e siècle à 1204. Alors, comme elle a dit, M. Zitch, aujourd'hui, justement, nous allons parler sur les crises de l'Empire romain d'Orient au début du 7e siècle. Donc, ceci nous porte à réfléchir, à voir justement les conditions ou la place de l'empereur dans lesquelles nous allons par la suite, les facteurs dans lesquels ce pouvoir va être établi à travers une idéologie chrétienne, celle-ci représentant le pilier spirituel de l'Empire, après des phases d'acceptation, notamment avec Constantin Ier. Donc, justement, dans les crises de l'Empire, on peut dire que les crises de l'Empire romain d'Orient sont à la fois externes et internes, dans lesquelles aujourd'hui nous allons nous
focaliser justement sur la partie interne. On peut dire que cette crise va prendre forme après l'assassinat de l'empereur Maurice en 602 et par le commandement de l'empereur Phocas. Euh, Grâce notamment au choix ou l'élection de l'arme. Ceci déjà peut nous faire réfléchir sur l'importance de l'armée lors de la succession impériale. Notamment, je tiens à rappeler que en fait, dans l'Empire byzantin, la monarchie, euh, le pouvoir de l'empereur va se renforcer justement à travers la, la religion chrétienne qui donne un pouvoir plus autoritaire, plus absolu. Donc, bon, pour revenir justement à l'ordre de prise du pouvoir de Phocas, le gouvernement de ce dernier ne se caractérise que de lutte contre des complots et des défaites militaires. L'ensemble de ces défaites ne va faire que nuire à l'autorité de l'empereur, ce qui en fait va amener en 608 la contestation du pouvoir de l'empereur euh, euh, proclamée par Héraclius l'Aîné, père de Héraclius le Jeune. C'est donc avec l'extrait de Jean de Nicue que nous voyons justement cette confrontation où Héraclius l'Aîné ouvre justement cette guerre civile dans l'Empire d'Orient et où justement son fils va finir par prendre le pouvoir. Ceci nous donne déjà un aperçu sur quelle légitimité justement va se baser l'autorité impériale dans l'Empire byzantin. En final, on peut se demander, en fin de compte, sur quelle légitimité impériale Héraclius établit, ou la légitimité impériale d'Héraclius établit un nouveau concept dans la succession impériale ou pas dans la tradition de l'Empire. Donc, pour développer cette étude, nous allons commencer par analyser en partie la structure de domination de l'Empire et notamment afin de comprendre justement la... Non, je dis nous allons travailler la structure de domination afin de comprendre justement la notion, la forme de légitimité. En même temps, nous verrons justement sur quel principe, sur quelle mesure il y a une distinction, une rupture en fait de l'Empire byzantin et de l'Empire romain. Donc, nous allons commencer par cette première partie intitulée Le principe de la légitimité charismatique. Donc, dans cette première sous-partie, nous allons voir l'importance ou le choix de l'armée dans lequel, dans l'Empire romain d'Orient, aussi sous le nom de l'Empire byzantin, nous pouvons constater que l'importance de l'armée constitue une sous-forme de légitimité. Non seulement, comme on peut le constater avec la prise du pouvoir de Phocas contre Maurice, mais aussi durant la guerre civile avec Héraclius. Euh, Comme on peut le constater dans la ligne, euh, on peut le constater à partir de la ligne 24. Je cite, c'est la ligne 24 du paragraphe 109 où là, nous pouvons remarquer que justement l'importance de l'armée sur ce point, lorsque ces barbares vains, ils tourneront leur armée contre la province d'Afrique, puis ils s'enrôleront sous le drapeau d'Héraclius l'Aîné. Notamment, je voulais aussi mentionner sur la partie, la ligne 25, toujours du même paragraphe. Héraclius l'aîné fit partir Héraclius le jeune, son fils, pour Byzance, avec des vaisseaux et un grand nombre de barbares, afin d'attaquer Phocas. Euh, Justement, dans cette partie, je voulais mentionner en fait que euh,
l'importance en fait de l'armée va jouer un moyen, euh, pas vraiment en fait dans l'idée de légitimation totale, mais bien un moyen d'appui, ou oui, voilà, c'est ça en fait, un moyen d'appui dans l'ordre politique, une influence euh, que le Sénat justement va subir. Et cette partie, on le voit justement dans la ligne 26. Euh, je cite euh, Théodore, justement par rapport lorsque l'armée va arriver justement à Constantinople, dans la ligne 26. Théodore illustre, accompagné d'un grand nombre de sénateurs éminents, quitte Phocas et reconnu Héraclius. Dans cette partie, nous pouvons reconnaître Héraclius comme le nouveau empereur, on va se dire. Euh, je mentionne dans cette partie-là que, euh, je rappelle plutôt que dans l'Empire byzantin, le pouvoir de l'empereur ne réside pas justement sur le Sénat ni le peuple, mais bien sur le pouvoir divin. Euh, donc, on peut se demander au final justement, que représente le Sénat en cette partie. Eh bien, on peut pas dire que le Sénat, justement, ne représente pas un ordre ainsi politique, mais bien un moyen d'influence, influence qu'on peut l'apercevoir dans la partie du texte, la continuation de cette ligne, en fait, euh, et les personnes de l'ordre civil de l'armée qui étaient avec lui imiteront son exemple et se soumettront, ou se soumettent à Héraclius, le Cappadocien. Et ben justement, bien que l'ordre sénatorial ne représente pas un pouvoir politique réel, il représente bien plus une influence d'ordre social. C'est donc avec cette influence que le pouvoir de l'empereur peut se caricaturiser, si je peux utiliser le mot. Donc, euh, c'est dans ma deuxième sous-partie, justement, que je voulais en développer un peu plus l'importance de l'ordre sénatorial. Euh, oh, je suis un peu perdu. Bon, comme je disais, l'ordre sénatorial finalement ne représente pas un pouvoir politique, mais bien une influence sociale. On peut le rapprocher justement à l'Empire romain sous le Principat, dans lequel justement le pouvoir de l'empereur ne même pas de lui, mais de l'accord ou l'acceptation justement du Sénat, comme je venais de le dire dans l'un des lignes du texte, et aussi avec pour remplir cela euh, euh, sur, je me reprends. Euh, comme je disais, oui, le, le pouvoir se renforce justement par le Sénat, un moyen d'influence. Euh, Puis voilà. Donc, au final, on peut dire que le Sénat ne va que occuper une fonction d'affirmer un pouvoir qui est réel, que justement l'empereur, dans le cas de Héraclius, lors de la guerre civile, il va déclarer. Dans la ligne 9 du paragraphe 100, justement, on peut voir ce passage, comment le Sénat
en fait, ne fait que affirmer un pouvoir qui est déjà réel. Euh, je cite, on conduisit Héracléus, malgré lui, à l'église de saint Thomas, l'apôtre, et on lui mit la couronne impériale sur la tête, après avoir après avoir accompli sa prière. Il vint au palais où tous les dignitaires lui rendent hommage. Justement, dans cette partie, je voulais renforcer l'idée que le Sénat, bien qu'il ne représente pas un pouvoir réel, il représente un moyen d'influencer ou d'affirmer justement le pouvoir de l'empereur, que le pouvoir de ce dernier, avec Héraclius, il est réel. Euh, je voulais parler aussi justement, pour continuer cette étude, la notion de droit divin. Bon, j'ai dit que le Sénat ne représente pas un pouvoir réel, mais bien une influence, un ordre social, et que finalement, c'est le droit divin qui définit l'autorité, une autorité, on va dire, absolue, de l'empereur. Donc, c'est ça dans ma grande partie de, euh, des notions divines. Je voudrais continuer dans cette troisième partie, bien que le Sénat, justement, représente cette influence d'acceptation sociale. Nous allons voir que l'ensemble de ceci, le pouvoir de l'empereur, conjugué en fait par la question dont traite justement cette première partie, la notion de légitimité charismatique. Donc, dans cette troisième partie intitulée L'acclamation populaire de l'empereur, on peut s'apercevoir que la conception du pouvoir au 7e siècle dans l'Empire byzantin ne concerne pas que, ne concerne pas que la famille impériale dans la question de succession, mais qu'il y a aussi d'autres facteurs lors de la proclamation de l'empereur, comme on peut le constater dans le paragraphe 110.1. Et je ne suis pas, euh, c'est voilà, 110.1, lorsque, à la suggestion de Crépus, le patrice, les habitants accueillant Héracléus pour être leur empereur. Les gens d'Afrique proclament ses mérites en disant cet empereur Héracléus sera comme Auguste, et les gens d'Alexandrie au château disent comme eux. Alors, on peut dire que c'est justement cette légitimité charismatique représente justement une autre forme, une autre alternative lors de la proclamation de l'empereur. Un peu comme justement, bon, je reconnecte justement avec l'Empire romain, qu'avec les victoires justement de certains empereurs, notamment avec, euh, notamment avec voilà, notamment avec l'empereur Maximilien de Thrace, où lui, il se fait proclamer empereur ou acclamer justement grâce à l'armée. Donc, nous voyons ici justement que cette légitimité va finalement représenter un moyen pour le renforcement de ce pouvoir. Euh, pour mettre en clair, il faut mentionner aussi que l'acclamation du peuple, comme on peut voir dans le texte, ne s'agit pas simplement d'une acclamation pour un nouveau empereur et terminer avec Phocas. Il faut mentionner en fait que dans l'Empire byzantin, ce n'est pas qu'un simple empire chrétien,
mais qu'il y a plusieurs sous-formes de groupes autour des provinces, comme les monophysites et l'orthodoxie chalcédonienne. Justement, on peut s'apercevoir, pour généraliser, ces deux groupes religieux à travers justement l'un des groupes qui sont mentionnés dans le texte, notamment avec la faction verte qui représenterait justement la, les, la religion monophysite et le groupe bleu qui sera justement la religion orthodoxie chalcédonienne. Bien évidemment, ce n'est qu'une généralisation et il peut avoir aussi justement que de la religion chalcédonienne soit dans le groupe vert ou bleu. Ces groupes en partie ne sont que des représentants des jeux dans l'hippodrome. Mais au cours du siècle, ces groupes vont représenter un ordre politique assez important. Et c'est donc justement dans une partie du texte qu'on peut s'apercevoir comment ce groupe, le groupe vert, va aider justement Phocas, je veux dire Héraclius. Donc, ben, on peut le voir dans. Voilà. C'est voilà, c'est à partir de la ligne 25, toujours du paragraphe 9, je reprends. C'est Héraclès l'aîné fit partir Héraclius le jeune, son fils pour Byzance, avec des vaisseaux et un grand nombre de barbares afin d'attaquer Phocas, aux îles et aux différentes stations du bord de la mer. Beaucoup de gens, notamment de la faction verte, s'embarqueront avec lui. Euh, une dernière réflexion, pourquoi justement cette faction verte qui serait les monophysites partirait avec lui? Eh ben, je voudrais mentionner que ces groupes, le monophysique, euh, va représenter un groupe qui sera pourchassé sous, déjà sous les empereurs qui étaient avant le Phocas. On peut illustrer ces passages de ces personnes qui sont euh, pourchassées dans la ligne du texte à partir de la ligne 13 du premier paragraphe 107. Euh, la ils ont en liberté des prisonniers pour qu'ils marchent avec eux. Avant d'y arriver, ils avaient fait inviter les habitants de la ville et voilà. Oui, c'est bon. C'était en fait cette partie où je le mentionnais. Bon, en fait, je commence à partir de la ligne 12. Bonakis, général d'Héraclius l'aîné, attendait Nicétas dans la Pentapolis, suivant l'ordre donné par Héraclius, ayant reçu des renforts du général Leontius, préfet de Mariotis, qui était d'accord avec eux. Nicétas s'était dirigé vers la Nubie d'Afrique en se présentant devant la garnison dans la ville de Capsen. Ça, comme j'ai déjà mentionné. Là, il faut mentionner, rappeler plutôt que c'est dans cette région justement que se consacre l'ensemble de ces personnes de religion monophysite, notamment en Égypte et autres parties de l'Empire. Donc, pour continuer, afin de conclure cette partie, on a pu constater que le caractère charismatique va représenter justement un moyen d'affirmer en fait l'autorité d'Héraclius durant justement cette guerre civile.
dans ma deuxième partie, je voudrais développer euh, le choix, le choix de l'empereur. Justement, après avoir vu cette notion de légitimité charismatique, en quoi va se baser l'autorité de l'empereur, dans ceci, nous allons voir le choix de l'empereur, notamment dans cette première sous-partie, eh ben, le principe de la volonté divine. Bon, comme je l'ai mentionné, que j'allais développer cette idée, pour l'Empire romain, la religion représente un facteur important euh, dans le renforcement du pouvoir. Au XIIIe siècle, ce pouvoir va prendre un caractère plus divin, plus autoritaire, notamment avec cette nouvelle phase de gouvernement qui est le dominat, qui représentera justement la deuxième phase du gouvernement de l'Empire. Et c'est avec la christianisation que le pouvoir de l'empereur sera en fait carrément divin, où le pouvoir réside qu'à travers la grâce divine de Dieu. Donc, c'est dans ce principe, justement, c'est dans ce principe, justement, où le pouvoir de l'empereur prend, prend de l'autorité, prend de l'affirmation. Il paraît un peu abstract de dire que ce pouvoir réside de Dieu. Donc, pour illustrer cela, nous pouvons dire qu'en fait, cette élection divine, ce choix divin, se fait à travers un vote, l'unanimité dans lequel l'empereur va être acclamé par le peuple. Et c'est dans le texte, à partir de la ligne 28 du paragraphe 109, et que tout le monde acclamait Héraclès. Justement, dans ce petit passage, nous voyons comment l'acclamation de Héraclès se fait assez dans votre une acclamation assez populaire. Donc, c'est par ce principe que nous pouvons schématiser en fait la notion de élection divine, où c'est justement l'empereur qui est choisi par Dieu. Donc, avec cette idée de choix divin, donc, on peut réfléchir sur l'idée que bien que Dieu choisit l'empereur, et donc, on peut se demander au final si la question de dynastie ou d'hérédité, une monarchie héréditaire, peut être identifiée, puisqu'on peut se dire que finalement Dieu peut accorder aussi le droit divin de régner à une personne à une autre. Et donc, c'est dans cette idée que je réflexionne sur le principe que l'hérédité, la succession héréditaire ou électif, ou sélection héréditaire ou électif, reste à peu près la même que sous le Principat après la mort d'Auguste, où le choix de l'empereur se fait en partie par le Sénat, par le peuple ou même par l'armée. Donc nous voyons bien que l'Empire byzantin soit défini par la religion chrétienne, il y a des traits, certains éléments de l'Empire romain qui résident encore dans le système de l'Empire byzantin. Euh, Afin de passer dans ma deuxième sous-partie de cette deuxième partie, le choix de l'empereur, nous allons voir euh, nous allons voir les facteurs, justement,
comment l'empereur Phocas, lui, qui ne possède plus ce droit divin, son autorité se fait par conséquence mise en question, se fait mettre en question. Donc, la perte de la faveur divine se voit comme cette perte de faveur divine ou de grâce divine se reflète en fait sur l'ensemble des défaites ou des invasions que subit l'Empire. On pourrait simplement dire que c'est la malchance de l'empereur, mais aussi sur l'incapacité de gouverner. Dans la ligne 29 de texte, on peut constater justement ce scénario d'invasion. Les Perses, dans cette ligne 21, les Perses se rendiront maîtres du fleuve Euphrate et toutes les villes de la province d'Amitoche et les ravageront. Ils ne laisseront subsister à cette époque aucun soldat romain. Dans cette partie du texte, nous pouvons justement voir en quoi se reflète cette perte de faveur divine. Pour afin de simplifier cela, de nous éloigner en fait le principe théologique de comment le pouvoir de l'empereur finalement se construit dans l'idée où un empereur légitime ou il ne l'est pas. Nous pouvons constater que certains traits de l'Empire romain prédominent encore justement dans le fonctionnement de l'élection de l'empereur. Afin de conclure, je voudrais que on ne peut pas parler de légitimité puisque nous avons vu justement la notion. Non, je veux dire, on ne peut pas parler de continuation de l'Empire byzantin et l'Empire romain, mais on ne peut pas non plus dire qu'il y a une rupture ainsi, dans l'idée que bien que justement le pouvoir de l'empereur réside sur le droit divin, mais que nous avons vu au final que ce droit divin ne se fait que par l'élection du Sénat, du peuple, un peu ce qui se faisait justement dans l'Empire romain avec le Principat, nous pouvons constater qu'il serait ambigu de dire qu'il y a rupture. Alors, pour simplifier la chose, si je peux dire, l'Empire byzantin n'est en fait qu'une continuation, en fait, un changement, et subit un changement prolongé à long terme, dans lequel certains traits sont encore présents dans le système de l'Empire romain d'Orient. Et voilà comment je conclue cette présentation. Bon, merci beaucoup pour cette présentation qui a abordé, à mon avis, beaucoup de thèmes importants qui sont rappelés par le texte de Jean de Nicchio. Mais c'est pas à moi de faire le résumé et de lancer le débat. C'est le rôle de Michelet Gueffra, qui j'espère est en ligne et qui a maintenant la parole. Vous êtes avec nous? Moi aussi. Monsieur Gueffra, nous voyons votre icône, mais
ne vous entend pas, et ne vous voit pas. Est-ce que vous êtes vraiment là? Alors, monsieur, moi j'ai une question en fait. En attendant qu'il soit pas là encore. On le voit, mais il est pas. Bon, d'accord. Donc, donnons la parole d'abord à Guillaume Minatarospi, s'il vous plaît. Oui. Alors, moi, j'avais pas compris pour quand quand t'as parlé de la partie pouvoir, t'as parlé de pouvoir divin et aussi du pouvoir du Sénat. Pouvoir divin et quoi? Ouais, divin, pardon. Et le pouvoir du Sénat qui avait pour comme influence pour accéder au pouvoir et être empereur, comme dans le cas de Héraclius. Oui. Euh, la question se résume sur l'importance du pouvoir divin de Simon, c'est ça? Mhm. Oui, Allô. Tu peux répéter la question, le reformuler? je te répète la question. Oui. Moi, j'ai pas compris. Il y a une partie où tu as parlé du pouvoir divin, et puis après, tu as parlé du pouvoir du Sénat. Ça veut dire que Bon. pour En fait, le pouvoir, pardon. En fait, quand je parle de pouvoir divin, c'est que en Byzance, le pouvoir ne réside plus sur le Sénat. Je veux dire, le Sénat ne participe plus dans l'élection, ou plutôt Oui. dans la participation politique de l'Empire, mais elle réside plutôt justement dans l'empereur, où c'est Dieu justement qui va choisir euh, l'empereur comme son représentant en terre. Dans cette notion religieuse, le Sénat justement ne participe plus sur l'ordre politique. Mais dans les faits réels, bien qu'évidemment il ne participe pas non plus sur la vie politique, il sert comme un moyen d'influence, une cérémonie, un rite formel, on va dire, pour désigner justement le nouveau empereur. C'est un moyen aussi en partie de se retrouver, de dire ben, qui sera le nouveau empereur. Une forme d'affirmation en fait, envers l'ensemble du peuple. donc il y a plusieurs types d'influence qui peut pousser quelqu'un d'accéder au trône, on va dire. Parce Le Sénat. qu'après, dans le texte, en fait, il y avait comme s'il y avait la population qui le voulait, en fait. Eux. Et on peut comprendre par là qu'eux-mêmes, ils avaient ils avaient la possibilité de faire changer, en fait, l'empereur, on va dire. Je l'ai compris comme ça. Il y a une possibilité parce que, ou on pourrait même dire que c'est une illusion, que le peuple possède la possibilité de choisir, puisqu'il n'y a qu'une seule personne durant cette guerre civile qui va, bon, deux personnes en partie, Héraclius son père et Héraclius le jeune. Ces personnes, avec Héraclius le jeune en Constantinople, ben, il sera le gars à choisir. Parce que, étant à Constantinople, c'est autant le prendre comme le nouveau empereur, puisque justement le peuple, en partie de la religion monophysite, voit à travers Héraclius comme un moyen ben, de avoir plus, je dirais, de liberté, ou plutôt de voir, de terminer justement avec la tyrannie, on va dire, de Phocas. Parce que j'ai oublié de mentionner que dans certaines parties du texte, on mentionne que Phocas rétablit certaines coutumes que les empereurs avaient abolies, notamment en envoyant Bonossus avec des bêtes féroces et des instruments de torture en Égypte, à Alexandrie.
Bon, merci D'accord. pour ces explications supplémentaires. Monsieur Gueffroy dit qu'il essaie de nous parler, mais qu'on ne l'entend pas pour l'instant. Donc, on fait un Et là, nouveau vous essai. Ah, m'entendez maintenant, non? oui, maintenant on vous entend. Oui, là, c'est bon. Ok. Donc, vous avez la parole. Ok, merci. D'accord, merci. Donc, comme je viens de le dire, malgré vous n'avez pas entendu, donc il est question Non. de parler des révoltes, de guerre civile et d'affaiblissement de l'Empire et de l'Empire byzantin. Donc, je pense ce n'est pas le moment de faire un résumé et comme j'ai prévu, mais je vais quand même revenir sur certains points importants d'après ce que M. Alvaro vient de dire. Et il nous a fait savoir que le caractère charismatique de l'empereur Héraclius, c'est ce qui lui a permis d'affirmer son pouvoir. Et il nous a également parlé d'une fonction, de la fonction du Sénat, et qui, selon le texte ou selon lui, le Sénat a une fonction qui est d'affirmer un pouvoir réel. Et il nous a parlé de la structure de domination dans l'Empire, mais l'un des points importants de ce qu'il avait dit, il nous a fait savoir que l'armée constitue une sous-forme de légitimité. Donc, si je comprends bien, ça veut dire avoir le contrôle de l'armée, ou du moins, donc, il est important, essentiel, et pour consolider le pouvoir, d'avoir le contrôle de l'armée. Et ensuite, donc, il nous a également parlé de la légitimité de l'empereur. Alors, je vais rapidement poser quelques petites questions à M. Hirospi. Et est-ce que vous m'entendez jusqu'à présent? Ça va? Oui, je comprends. D'accord. Alors, vous avez dit qu'il y avait des, des conflits ou attendez un moment rapidement. Oui, vous avez dit qu'il y avait oui, ok, il y avait des crises, voilà. Il y avait des crises internes et externes. En peu de mots, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont donc les causes principales de cette crise, de ces crises internes? Eh ben, les causes principales de la crise interne, dans une première partie, justement avec le mandat de l'empereur Phocas et plutôt son capacité, manque d'expérience politique de l'Empire byzantin à Constantinople de subir le conflit externe. Dans cette crise interne, forme après, comme j'ai la mort d'Héraclius, non, la mort d'un Maurice en 602, assassiné justement par l'armée, les forces armées les forces armées qui vont choisir en fait Phocas, le centurion, comme le nouveau leader euh, dans l'Empire. Donc on peut dire justement cette crise interne débute avec l'assassinat, on pourrait dire, hein, de l'empereur Maurice en 602. Ok. Il ne faut pas oublier non plus que Phocas, malgré son succès initial, n'est jamais accepté par tout le monde. Donc la crise interne, c'est en grande partie le fait qu'il n'y a pas la loyauté de toute l'armée ni de toute l'administration. Donc, bon, pour nous, c'est un archétype du mauvais empereur, mais il faut quand même être honnête et dire qu'il ne gouverne pas
dans les meilleures circonstances. Donc, il ne peut pas s'appuyer sur le soutien intégral ni de l'armée ni de l'administration. Donc, dans ce sens-là, c'est une crise permanente, le règne de Phocas. D'accord. Et là, j'aimerais revenir tout au début du texte. On dit, en ce temps, Héraclius leva l'étendard de la révolte. Il distribua beaucoup d'argent aux barbares. Là, ma question est de savoir, est-ce qu'il distribua beaucoup d'argent aux barbares juste pour les acheter ou juste pour que les barbares puissent avoir les moyens ou les moyens adéquats pouvant l'aider à combattre? Alors, ces barbares, en principe, on pourrait dire que ce sont des mercenaires qui vont se faire acheter par Héraclius afin de renforcer justement son pouvoir militaire. Donc, je dirais que ce sont de simples mercenaires. Ok. Bien qu'évidemment, il y a d'autres forces qui vont le rejoindre après. Le principe est quand même un peu problématique parce que effectivement, il achète des mercenaires, mais il achète ces mercenaires. Et donc, c'est là les 3000 Africains du chapitre 107 dont on parle, c'est ces troupes à lui personnellement et pas à l'Empire. C'est un peu problématique comme concept dans le sens que, comme vous avez dit, la légitimité qui vient de l'armée est très importante. Donc, quelle légitimité peut venir des mercenaires qu'on a soi-même achetés? Donc, dans ce sens-là, le fait que Héraclius achète des mercenaires n'est pas sans poser problème. Bon, à la fin, tout se passe bien, mais si on veut être hyper critique, cela diminue sa légitimité militaire. D'accord, merci. Là, je cède la parole à quelqu'un et je ne sais pas s'il y a d'autres questions que vous aimeriez poser. Je vous accorde la parole. Oui, moi, monsieur, vous avez dit que ça diminue sa légitimité militaire en quoi? Pourquoi? Juste parce qu'il achète ou je ne vois pas pourquoi. Bon, dans la présentation, nous avons entendu à plusieurs reprises l'idée que Phocas est amené au pouvoir par l'armée, c'est le choix de l'armée. Il perd petit à petit, pour des raisons sur lesquelles on ne va pas s'étaler ici, ce soutien. Et de nouveau, quand Héraclius arrive au pouvoir, Héraclius Junior, il arrive au pouvoir avec l'armée et il est accepté comme empereur légitime parce qu'il était le choix de l'armée. C'est pas tout, hein, on va discuter les différents facteurs, mais c'est un facteur important. Donc la question un peu méchante que je pose, c'est si l'armée qui a lancé le processus d'arriver au pouvoir d'Héraclius est en fait non pas l'armée qui représente l'État romain, mais pas l'armée qui représente la volonté divine, mais si c'est juste quelques milliers de gars que Héraclius paye pour son argent, qu'est-ce que cela fait pour le concept de la légitimité militaire? Si vous avez les moyens pour vous acheter 5000 mercenaires, est-ce que ça vous fait impératrice de la Guyane? Non. Voilà. Par contre, s'il y a acclamation populaire, oui, ça c'est autre chose. Bon, Héraclius ne dépend pas uniquement des mercenaires, mais voilà. Si on cherche à réfléchir sur l'image du bon et du mauvais empereur, et surtout
dans la vision diachronique, comme c'était proposé d'Auguste à Héraclius, c'est peut-être un point effectivement qui n'est pas anodin dans l'évolution du pouvoir. Jean de Nikiou dit, et voilà, il a recruté 3000 mercenaires barbares, et après, il y a d'autres qui s'en rajoutent. Mais pour lui, ça ne semble pas être un problème. Imaginons la situation du premier siècle de notre ère, si un usurpateur achète des mercenaires barbares pour combattre des Romains, c'est un grand problème. Cela le marque effectivement comme usurpateur, manquant de légitimité. Ici, pour Jean de Nikiou, ça ne mérite pas de commentaires. Comment j'ai formulé il a fait appel de son lieutenant avec 3000 hommes et un grand nombre de barbares et les fit partir pour la Pentapolis où il devait attendre. Ça n'a pas l'air très compliqué. C'est pas qu'il recruta des barbares sauvages pour anéantir le peuple romain. Non, rien de tout cela. Il se trouve des troupes. Mais voilà, quand même, la question pour moi est-ce que ça change quelque chose à la notion de la légitimité militaire si, en partie, en tant qu'usurpateur, en tant que prétendant au trône, on peut s'acheter l'armée qui donne ensuite la légitimité? Et Une autre question? Répondre à la question. Oui. oui, moi j'en ai une autre. Non, monsieur d'abord qui voulait répondre. Ah, ok. Pardon. Oui, en fait, oui, évidemment, l'armée, sur ce point-là, ne va pas représenter la légitimité, mais je voulais mentionner justement que dans ce contexte, l'armée représente plus un moyen de pression sur, sur l'idée justement de la proclamation de l'empereur. Puis c'est dans un contexte où l'ensemble de la population rejette Phocas comme empereur. Donc, bon, je sais pas, j'aurais fermé cette idée-là. Et bon, oui, pose la question, William. Pour la partie où Phocas il n'est pas accepté, c'est parce que c'est en grande partie un usurpateur, comme tu l'as dit, d'accord? Mais pourquoi la population, ils sont acceptés Héraclius, qui viennent aussi, il aurait pu faire la même chose que Phocas. Pourquoi ils sont plutôt acceptés Héraclius que Phocas? Pourquoi ils n'ont pas Alors, de la même manière le même accueil pour Héraclius? pourquoi ils ont choisi Héraclius et ils détestent Phocas, c'est ça la question. Mhm. Eh ben, tout d'abord, lorsque va se projeter cette guerre civile, en fait, en Alexandrie, il y aura des crises qui vont se développer, notamment avec la famine, une peste qui va ravager la population et dont une partie de la population vont se révolter. Et par conséquent, justement, Phocas réprime, on va dire, assez violemment cette révolte. Et on pourrait dire que c'est en partie à cause de ça, justement, que le peuple, on pourrait dire, le peuple, justement, déteste Phocas en partie et voit en Héraclius comme le nouveau leader ou le nouveau sauveur pour Byzance. Parce qu'ils considéraient que Phocas était un sauvage, on va dire. Sauvage. Pas sauvage, mais tyran, qui en gros ne se préoccupe pas du bien commun, on pourrait dire. Et c'est avec ce bien commun qu'un empereur, en fait, va se donner l'image d'un empereur tyran. Vous avez aussi
vous avez peut-être oublié un petit point très concret qui explique l'adhésion facile aussi bien de l'élite de Constantinople, c'est-à-dire les sénateurs, que du peuple de Constantinople à Héraclius. Héraclius contrôle le port de Carthage et maintenant aussi le port d'Alexandrie. Qu'est-ce que cela veut dire pour Constantinople? Il n'y a plus de ravitaillement de blé pour Constantinople. Oui, j'avais oublié cette partie. Oui, c'est vrai. Voilà, bon, il n'y a pas de doute, Phocas n'est pas populaire. En tout cas, nos sources sont plus ou moins d'accord là-dessus. Mais il y a aussi la menace très concrète que les deux Héraclius font planer sur la capitale. Sans du blé et de l'huile africain, sans le blé égyptien, Constantinople aura du mal à survivre. Donc le choix populaire, c'est celui qui contrôle le pain, quoi. J'ai oublié de mentionner cette partie, oui, c'est vrai. Bon, on a éventuellement le temps pour une toute dernière question. Oui, moi j'en ai une dernière. À part s'il y a un autre qui veut parler. Non, allez-y, dernière question. Et moi, j'ai pas trop compris. Enfin, je sais pas ce que c'est le monophysite. Est-ce que tu peux l'expliquer, s'il te plaît? Ah, d'accord. Bon, en principe, l'empire, comme je l'ai dit, l'empire byzantin est un empire chrétien, mais il y a différentes couches, il y a des groupes chrétiens qui vont se former, notamment avec les monophysites. Ce sera un groupe qui se crée en partie par la négation du concile ou l'acceptation du concile du patriarche. Et cette réunion s'en fait en Chalcédoine, je me rappelle, et où il vise dans l'idée, si je me rappelle bien, c'est que le pouvoir de Jésus sont à la fois divines et humaines. En fait, c'est une confrontation entre la notion de divinité entre Jésus, et c'est cela qui crée justement une séparation de deux groupes avec les monophysites et l'orthodoxie chalcédonienne. Ok. Merci. C'est bon, Bon, monsieur. je ne sais pas si votre explication christologique était claire et ce que c'est correct, mais c'est pas vraiment le point ici. Les orthodoxes chalcédoniens et les monophysites ne sont pas distribués d'une façon égale sur les différentes régions de l'Empire. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de monophysites à Alexandrie, il y a des monophysites aussi en Syrie. C'est seulement le patriarcat de Constantinople, donc qui est sous le contrôle le plus immédiat de l'empereur, qui est facilement tenu par les Chalcédoniens. Donc le conflit où vous avez suggéré Héraclius et Phocas jouent un peu le rôle de protagoniste, mais pas un conflit religieux, à mon avis, mais avant tout un conflit régional. Il est d'une certaine façon juste un accident que les régions comme l'Égypte, qui soutiennent Héraclius, sont des régions qui ont une influence, une présence massive de monophysique. Mais je ne pense pas que les problèmes doctrinaux sont à l'origine du changement de pouvoir entre Phocas et Héraclius. D'accord. Merci, monsieur. Ok, ah oui, et donc, non, juste pour la définition christologique, les monophysites, comme leur nom l'indique, pensent que le Christ est d'une seule nature divine dans lequel l'élément humain a été intégré. Par contre, les diophysites orthodoxes de Chalcédoine insistent sur
l'existence de deux natures entièrement humaines, entièrement divines dans le Christ. Mais bon, ça c'est un détail technique, c'est pas l'entrée principale. Oh, c'est important, mais c'est pas l'entrée ici de Jean de Mikio. Ok, donc il faut qu'on avance. Nous avons une deuxième présentation. Donc je remercie notre présentateur, tous les intervenants, et je passe la parole à Amos Metellus. Son répondant, Pedro Olivier Beruso n'est pas avec nous, donc on va gérer la discussion par nous-mêmes. Donc, que tout le monde fasse bien attention pour qu'on puisse faire un feedback utile pour Monsieur Matellus. Monsieur Matellus, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir, on vous entend, il n'y a pas de problème. On n'a pas d'image, mais on vous connaît, donc si vous voulez poursuivre en audio, il n'y a pas de problème, on vous entend. Ok, ok. Aujourd'hui, notre texte est un texte de Théophane. En fait, pour traiter ce sujet, il m'était question de faire des recherches sur la biographie de l'auteur. Et Théophane, vous m'entendez? Oui, on vous entend, ne vous inquiétez pas. Ok. Théophane, il est né en 759 à Constantinople et Oui, mort ça va, en ça va. 818 à Samothrace. Puis, il était un aristocrate byzantin, un moine, un théologien et un grand chroniqueur. Il était considéré comme saint tant par l'Église catholique ainsi que par l'Église orthodoxe. À la requête de son ami Georges Le Saint-Ciel, Théophane, il a repris entre 810 et 815 une chronique qui commence de Dioclétien et l'amena jusqu'à la chute de Michel Ier Ouangabé. Cette chronique est allant de 284 à 813. Donc, c'est dans cette chronique-là que nous voyons inscrivant le texte qui mentionne la campagne d'Héraclius. Flavius Heraclius Augustus, de son vrai nom, lui, il est né en 575, puis il est mort en 641. C'était un empereur romain d'Orient de 610 à 641. Il est le fondateur de la dynastie des Héraclides qui règne sur l'Empire pendant plus d'un siècle, c'est-à-dire de 610 à 711. Ce règne d'Héraclius est l'un des
plus fondamentaux de l'Empire byzantin. Il intervient à l'empereur, il intervient à un tournant de l'évolution de l'Empire, venu d'Afrique, finit par renverser Phogas qui est menacé, mais malgré l'arrivée au pouvoir d'Héraclius, la situation de l'Empire ne cesse de s'aggraver. Les Perses ont profité de la désorganisation interne de l'Empire pour envahir la Syrie, Palestine et l'Égypte avant de pénétrer en Asie mineure en direction de Constantinople. En traitant ce texte qui ne base pas sur Héraclius en tant que soldat, mais comme empereur, il ne reste pas seulement sur les différentes opportunités pour conquérir les territoires volés par les envahisseurs, mais il a mis en place des nouvelles stratégies tout en travaillant sur les véritables faiblesses de son empire. Le texte que nous étudions montre en détail le déroulement de la guerre, je peux dire jusqu'à la victoire réelle de l'empereur. Pour cela, il m'était question d'aller un peu plus loin pour voir les côtés techniques de cette victoire, ce qui me pousse à poser comme question sur quoi l'empereur était-il basé de manière spécifique pour reconstruire son empire en conquérant les territoires perdus. Cette question m'envoie à développer pour vous ou ensemble, en première partie, les mesures drastiques pour remonter l'économie ainsi qu'à la réorganisation de son armée. En deuxième partie, une dimension spirituelle pour motiver ses troupes. Et en troisième lieu, sa stratégie agressive pour combattre les envahisseurs. Nous allons développer le point qui est les mesures drastiques pour remonter l'économie ainsi qu'à la réorganisation de son armée. Héraclius a pris des décisions stratégiques pour remonter l'économie du pays. Il est, en restant enfermé à Constantinople, à l'exception de quelques campagnes militaires infructueuses, il décide de passer à l'offensive. Depuis quelques années, il s'est concentré sur une reprise en main progressive de la situation du fait des pertes territoriales. Les revenus fiscaux ont été profondément perturbés. Il en prend acte et fait battre une nouvelle monnaie en argent, l'hexagramme, sur laquelle est gravée l'inscription en latin Deus adiusta Romanis, qui veut dire Dieu vient en aide aux Romains. Il y avait une crainte pour la survie de l'Empire alors que
il y avait des différents discours aux accents apocalyptiques qui, qui semblent récurrents à cette période, avec la crainte d'un effondrement du monde romain face aux envahisseurs. Pour, pour en revenir à la numismatique, la folie, il y a une petite monnaie de cuivre. Cette monnaie perd aussi de sa valeur puisqu'elle passe d'un poids de 11 grammes à 8 grammes. Ces dépréciations du système monétaire byzantin permettent de mieux encaisser le choc économique. Elle s'accompagne d'une centralisation progressive de la production monétaire qui est désormais concentrée à Constantinople avec la fermeture des centres d'émission de monnaie dans les provinces. Héraclius diminue le solde des fonctionnaires. Tout ça, ce sont des décisions pour remonter l'économie. Il diminue le solde des fonctionnaires. Il augmente les impôts et prend des mesures contre la corruption pour assainir les finances impériales. Parmi les mesures de réorganisation entreprises par Héraclius, il avait fait un remaniement en une armée profondément perturbée par les défaites en Syrie. Dans l'ensemble, en dépit de la situation critique que connaît l'Empire, il n'y avait aucune rébellion d'importance d'émerge. Il a l'attribution dans tout ça, ça concerne la réorganisation de l'Empire. Tout ça, c'est pour mettre l'Empire avant de rentrer en guerre. Il essaie de renforcer l'Empire, que ce soit sur le plan économique ainsi que sur le plan administratif. Il a, il a, il a l'attribution de la création des circonscriptions civiles et militaires fondées en Asie mineure et recouvre la zone de garnison d'unités militaires spécifiques. Un système qui apparaît sous son œil et qui devient la base de l'organisation administrative de l'Empire byzantin et qui se développe réellement et de manière progressive jusqu'après sa mort. Il était le créateur d'un corps d'élite dont les effectifs sont relativement réduits, mais aux capacités opérationnelles et à la mobilité forte qui lui servait à mener sa guerre de mouvement sur les arrières de l'armée perse. Pour passer au deuxième point, qui est une dimension spirituelle pour motiver ses troupes, l'empereur, il n'hésitait pas à utiliser de la fibre religieuse pour ranimer un sentiment de résistance profondément pieux. Il multipliait les manifestations spirituelles.
Pour autant, cela ne l'empêchait pas de faire participer l'Église à l'effort de la guerre. Du fait du manque de métaux précieux, il en fait récupérer partout où il peut s'en trouver, notamment sur les monuments ou les objets religieux qu'il fait fondre. Les autorités religieuses consentent à cet effort exceptionnel qui prend la forme d'un prêt au nom de la lutte contre un, un ennemi de la chrétienté. C'est un ensemble de gestes que nous pouvons considérer comme de croisade en raison de la dimension religieuse du conflit. Héraclius n'hésitait pas à convoquer la religion pour motiver ses troupes et justifier ses décisions. Puis il voulait donner à ses soldats une garantie spirituelle. Il estime que le facteur religieux n'est qu'un aspect parmi les autres dans un conflit aussi large entre les deux superpuissances régionales. L'auteur L'auteur veut faire sentir que la présence de Dieu et la mère de Dieu étaient là pour aider l'empereur dans les combats. Si nous pouvons citer le passage qui commence de la ligne 25 à 33 dans le texte, qui dit que la bataille fut jointe le 12 décembre. L'empereur se lança en devant de tout, tomba sur un commandant perse et par la puissance de Dieu et l'aide de la mère de Dieu le renversa. Et ceux qui s'étaient avancés vers lui furent mis en déroute. Ensuite, l'empereur rencontra un autre perse au combat et le renversa également. Alors un troisième s'attaqua à lui et la frappa sur la lèvre avec sa lance, le blessant, mais l'empereur le tua. Tout ça, c'est juste pour montrer que l'empereur et ses troupes, ils avaient l'assistance ou l'aide de Dieu ainsi que la mère de Dieu. Il y a la ligne 69 à 73 qui dit que personne ne se souvient d'une telle bataille entre les Perses et Romains, dans le sens que la bataille ne s'arrêtait pas pendant toute une journée. Les Romains furent victorieux, mais seulement avec l'aide de Dieu. Puis il y a la ligne 142 à 147, en citant: alors l'empereur envoya une moitié de son armée à Dastagère, tandis que lui prenait une route différente à un autre palais appelé Bebdash. L'ayant détruit aussi et mis à feu, il remerciait Dieu pour la réalisation de tels miracles par les intercessions de la mère de Dieu. Je jugeais que et le fait que le texte il est vraiment un texte et descriptif, il a vraiment porté et le récit. Ce texte, il explique le déroulement de la campagne de l'empereur pendant la guerre, mais je pense qu'il n'était
il me paraît beaucoup plus important de voir de traiter des parties un peu plus techniques. C'est-à-dire que la guerre et cette victoire de l'empereur et ses troupes, il, il, il ne reposait pas seulement sur une question de bons soldats ou de, seulement de quantité de personnes, mais il était question que l'empereur, en tant que le chef de l'État, en tant que dirigeant, il a, il avait pris des décisions, il a, dans, dans la période où avant il était entré réellement dans la bataille, il a fait des mises en place. Et nous passons maintenant au point 3, qui est sa stratégie agressive pour combattre les pestes. En 610, les pestes atteignaient Chalcédoine sur le Bosphore en face de Constantinople. Chabaraz, quant à lui, descend vers le sud. Il s'empare successivement d'Édesse en 600 et dans cette même année, d'Antioche en 611, de Damas en 613, de Jérusalem en 614, puis en Égypte en 616. Au succès militaire s'ajoute le succès politique. Presque partout, les populations non grecques se rallient aux Perses. Vers 620, il paraît que les Perses avaient remporté une victoire totale et rétabli l'empire de Cyrus le Grand. Les Byzantins, qui ne tiennent pas plus que Constantinople, réunissent des lambeaux Balkans et de la Grèce, disputent aux barbares slaves et turcs, et les territoires d'Occident étaient conquis par Justinien le Grand. Carthage et la province d'Afrique, la Sicile, était la plus grande partie de l'Italie. En 622, Héraclius se sentait prêt à engager la contre-offensive. Il, il parvient à réunir un corps de troupes suffisant et à assurer la continuité du pouvoir à Constantinople. Et il prévoit de s'engager en personne, même s'il était empereur, mais il a le fait qu'il était soldat avant, général, et il décidait de prendre la tête de ces hommes. Après un grand renfort de cérémonies religieuses, il a laissé la cité impériale et fait voile vers l'Asie mineure. Son objectif était d'y rallier des troupes souvent dispersées. L'Asie mineure a été dévastée par les armées perses. Elle n'était pas réellement occupée par l'ennemi et différents corps d'armées subsistent, dont celle
du magistère d'Arménie ou d'Orient, en dépit des, des différents peines que, qu'ils subissent. Ces soldats issus des diverses unités sont dorénavant rassemblés sous la conduite personnelle de l'empereur. Pour s'opposer à cette progression, l'empereur est contraint de laisser sans défense la péninsule balkanique, envahie par les Slaves et les Avars, qui ravagent les alentours de Constantinople en 623. Ben, la, la, l'empereur byzantin, après tout, les ravages qu'il avait fait, tous les dégâts qu'il avait fait, et dans tous les ports ou les endroits occupés par les pestes. Et après, et il voulait que la paix avec Cusco. Si si nous pouvons regarder dans le texte à partir de la ligne 216 à 223, alors Héraclius écrivit à Cusco: Je suis à la poursuite en m'avançant vers la paix. Je ne ravage pas la peste volontairement, mais j'ai été forcé par toi. Donc, jetez nos armes maintenant et embrassons la paix, éteignons le feu avant qu'il ne consume tout. Quand Cosco n'accepte pas ces propositions de l'empereur byzantin, la haine du peuple romain contre lui s'accentua. Et Héraclius mène alors une guérilla et des coups de main sur les arrière-pestes. Mais il faut savoir qu'en 626, les Perses et les Avars, ils ils s'unissent pour, pour, pour assiéger Constantinople. La marine byzantine et les renforts envoyés par Héraclius parvenaient à sauver la capitale. Et cette victoire contribue au déclin des Avars, faisant alliance avec les peuples turcs. Héraclius finit par remporter une victoire décisive contre les Sassanides à Ninive entre 627 à 628, suivi de l'assassinat de, de Cosco II. Pour conclure, nous pouvons dire que au terme de la guerre contre les pestes, et Héraclius est, est donc parvenu à complètement retourner
la situation militaire, même s'il était aux abois quelques années après sa prise du pouvoir, vis-à-vis des différents problèmes que confronte l'Empire, mais malgré tout, il sortait victorieux. Les Perses se sont retrouvés confrontés à une... Les Perses se sont retrouvés confrontés à une extension trop grande, en fait. Apparemment, si je peux dire que la victoire de Héraclius, il paraît que il y avait un problème de communication par rapport aux quantités de territoire saisis par les Perses. Et qui donne, qu'on peut dire qu'ils n'ont jamais réussi à complètement soumettre d'Anatolie, ce qui a permis à Héraclius de s'en servir comme base de sa requête. Héraclius a aussi procédé à une profonde réorganisation de son empire et a pris des mesures de déception ou des mesures déceptionnelles pour assurer le financement de ces opérations militaires. Surtout, il a eu le courage de quitter Constantinople pour mener des opérations aux confins de son empire dans la région de Caucase, qu'il connaît bien depuis son enfance et dont la géographie tourmentée a pu lui servir favorable, c'est-à-dire en termes de positionnement de cette région-là, Caucase. Ça lui permet de manière stratégique de s'emporter. En tant que tel, il ne remporte que peu de victoires décisives. Sa réussite repose moins sur des dons militaires que sur une capacité à une forme de guérilla ou de guerre de mouvement qui profite de la division et des erreurs de commandement des Perses. Il parvient toujours, Héraclius, il parvient toujours à faire planer une menace sur l'arrière de l'ennemi, ce qui empêche ce dernier de lancer une offensive générale contre le cœur de l'Empire byzantin. Il utilise beaucoup de surprises pour sanctionner son adversaire à l'image de sa campagne qui les a donné la victoire à Ninive en 627. Son habileté diplomatique est notable, notamment dans sa capacité à engager des alliés de poids à la fin de la guerre. Et Héraclius a vraiment la capacité pour exploiter les opportunités qui se présentent à lui et à utiliser de tous les moyens
à sa disposition normalement pour faire tourner une situation en sa faveur. Je vous dis merci. Bon, merci pour cette présentation concernant longue déjà. Mais quand même, nous avons 20 minutes pour en discuter un peu. Donc, votre première partie était centrée sur les mesures économiques, fiscales, bon, les mesures institutionnelles qui permettent à Héraclius de retourner la situation entre les Sassanides. Votre deuxième partie était axée sur le soutien, la communication du soutien divin que Héraclius et son armée reçoivent pour cette mission de renversement de la situation. Ma première question sera concernant votre troisième partie, où je n'étais pas très clair sur qu'est-ce que vous vouliez montrer. Vous vouliez montrer, si j'ai bien compris, dans quelle mesure la stratégie militaire, donc bon, de façon très technique, dans quelle mesure la stratégie militaire adoptée par Heraclius est nouvelle, différente. Qu'est-ce que, pour faire court, qu'est-ce que vous vouliez montrer dans la dernière, la troisième et dernière partie? Vous m'entendez? Oui, Oui, et, et Héraclius en tant que leader, et en plus des différents travaux qu'il a effectués avant de rentrer en guerre, en ce qui concerne euh, la, le rétablissement de l'empire sur le plan économique. Et en plus, il a fait une, une, il a renforcé et il a fait un renforcement sur le plan psychologique, mais c'est des différentes stratégies reposent en termes de positionnement. Et en plus, il trouvait qu'il était important en tant que empereur, mais il avait des expériences militaires dans dans, dans les différentes missions. Il a pris la décision de prendre les, les commandements, c'est-à-dire il dirige et son troupe. Et en plus, il, il, il est axé sur de manière stratégique. Il est axé sur les différentes zones pour, pour contrôler. Et en plus, il y a des différentes zones qu'il a pris comme base pour contrôler les, les vagues des soldats de l'armée des envahisseurs.
Bon, d'accord, mais si on n'a pas besoin de revenir sur tous les détails, je voulais juste avoir une précision de quoi nous parlons dans la dernière partie. Et donc, voilà, on parle d'organisation militaire, de commandement militaire, de motivation de l'armée, etc. Bon, d'accord. Donc, je pense que nous pouvons passer aux questions plus précises ou aussi plus générales, là, c'est comme vous voulez. Qui voudrait avoir la parole? Moi, je veux bien. Euh, Dans le texte, on a mentionné que les victoires de l'empereur, d'Héraclius, se fait, si j'ai bien compris, essentiellement grâce à la victoire de Dieu. Donc, ma question se pose, est-ce que c'est une nouvelle forme de stratégie militaire basée sur la religion chrétienne? Parce que dans le fait, l'empereur au final, la victoire ne revient pas à lui en partie, mais à l'empereur, comme on a pu constater. Donc, ce qu'on peut savoir, si c'est une nouvelle type de principe de combat à travers la religion ou pas. Ouais. Et pour répondre à votre question, il, il est mentionné dans différentes parties dans le texte que l'empereur, il avait le soutien de Dieu et de sa mère. Il avait un soutien divin. Euh, je peux vous dire que non seulement c'était une stratégie, mais en, en, en plus, c'est psychologiquement, c'était pour remonter les, pour donner la confiance aux soldats et l'empereur pour donner la confiance et beaucoup plus d'assurance à ces soldats. Et en plus de, de, de l'assistance de l'empereur, mais c'est pour donner aux soldats et la confiance qu'il avait, le, le soutien de Dieu. Et, et en plus, ça donne aussi à l'empereur une popularité dans le secteur religieux. Si on peut, sur la même question, s'attarder quelques instants de plus sur un, un passage particulier du texte. Le premier combat, en fait, que Héraclius livre. Si on change le texte un tout petit peu, c'est-à-dire on ne change pas grand-chose, on lève juste en bout, nous avons il s'élança en devant de tous, tomba sur un commandant perse et le renversa. Et ceux qui s'étaient avancés vers lui furent mis en déroute. Ensuite, il rencontra un autre perse au combat et le renversa également. Alors un troisième s'attaque à lui et le frappe sur la lèvre avec sa lance, le blessant, mais il le tua. Ça c'est qui? C'est Héraclius. Non, ça c'est Alexandre.
Alexandre le Grand, qui est l'archétype effectivement de l'empereur romain aussi, qui est à l'origine de tout ce concept de courage personnel de l'empereur au combat. Donc ça, si le texte était comme ça serait très archaïque. Il montre vraiment que rien n'a changé depuis Alexandre, depuis le début de l'Empire romain. L'empereur prouve sa légitimité non seulement par l'acclamation par l'armée, mais par son courage et son héroïsme personnel en affrontant personnellement l'ennemi et bien sûr étant de force et d'habileté supérieure tuant l'ennemi. Mais c'est pas le texte de Théophane. Le texte de Théophane, c'est l'empereur s'élança en devant de tous, tomba sur un commandant perse et, par la puissance de Dieu et l'aide de la mère de Dieu, le renversa. Donc ça c'est l'innovation et donc ça c'est l'élément moderne dans le texte. L'empereur n'est plus Alexandre, l'empereur n'est pas l'empereur romain, un seul modèle, d'Alexandre non plus. L'empereur Héraclius est l'instrument de Dieu, ou au moins, au mieux le collaborateur de Dieu. C'est Héraclius, Dieu et la mère et la Vierge qui renversent les trois Perses. C'est pas Héraclius tout seul. Donc le concept de l'empereur militaire a quand même été un peu modernisé au 7e siècle. Bien sûr, la protection divine joue un rôle depuis toujours, mais ici, c'est très explicitement dit. Ouais, nous avons le leadership personnel, l'empereur avec ses soldats, l'empereur comme soldat, l'empereur comme un particulièrement bon soldat, mais en même temps, l'empereur instrument du Dieu chrétien, la Trinité, euh, seulement cet empereur-là est victorieux. Est-ce que c'est un peu long? Est-ce que cela répond à votre question? Oui, en partie, oui. Ouais, En partie. Bon. c'était ça. Ok, nous avons le temps pour une autre question. Non, bon d'accord. Donc moi j'ai encore une question. Euh, Quand vous avez parlé des, du volet, disons-le d'une façon générique, du volet de religion, vous avez mentionné que la religion chrétienne, comme elle est instrumentalisée par Héraclius, permet de motiver l'armée, ou quelque chose dans ce sens, si je n'ai pas mal interprété la présentation. Est-ce que vous pourrez détailler ça un peu plus? Comment la religion est mise au service d'une campagne de remotivation de l'armée par Héraclius? Bon, en fait, c'est le, c'est le fait que l'empereur, il a convoqué la religion, c'est-à-dire les autorités religieuses, euh, pour
justifier un ensemble, un ensemble des décisions qu'il avait pris, et en plus, il estimait que le, le facteur religieux, parmi toutes les décisions, il estimait que le facteur religieux euh, était un aspect important parmi les autres, que ce soit économie et autres. Et, et Excusez-moi de vous interrompre parce que là, a priori, vous dites les mêmes choses que vous avez déjà dit, qui étaient tout à fait correctes, mais concrètement, comment la religion intervient dans le discours ou dans les actions d'Héraclius pour donner du courage, de la motivation et de la confiance à l'armée. Concrètement, exemple dans le texte. C'est une question pour tout le monde. Moi, je crois que on le voit concrètement justement dans la partie, bon, c'est pas numéroté, mais il y a une partie où il dit que ben, les Romains seront victorieux, mais seulement avec l'aide de Dieu. Donc c'est avec cette partie qu'on peut voir justement que ben, c'est avec l'aide de Dieu justement qu'on peut gagner, et sans lui, ben, on peut pas, selon cette condition. Ça, c'est Théophane qui écrit ça après, mais le soldat qui était à la campagne avec Héraclius, comment le message de soutien divin est transmis à lui? Calendrier, personne n'a regardé le calendrier quand se passent les choses. Donc, il y a la première grande victoire qui est, je ne sais plus, mi-décembre. La bataille fut jointe le 12 décembre. Voilà. Après, il y a un peu de suite. Et après, nous sommes à Noël. Mais qu'est-ce qui se passe à Noël? En fait, la victoire. Dans une propriété du Shah, il y a des animaux exotiques, donc il y a un grand festin, mais c'est Noël quand même. Après, effectivement, le texte n'est pas numéroté, c'est pas pratique. Des prisonniers de d'Est, Alexandrie, une multitude venant d'autres villes cherchent refuge auprès de l'empereur. L'empereur célébra à Dastagerd la fête d'Épiphanie, encourageant et remotivant l'armée et les chevaux. Et je me demande s'il n'y avait pas aussi Pâques quelque part. Bon, peu importe. Donc, l'idée, c'est que les étapes de la campagne, dans un certain sens, sont rythmées par le calendrier liturgique de l'Église chrétienne. Et c'est ainsi, je pense, d'une façon tout à fait merveilleuse, si c'est vrai, ça fonctionne vraiment comme ça, je jamais, que Héraclius impose l'idée de la guerre sainte. Les événements de l'armée, les fêtes, les célébrations, les repos accompagnent les fêtes et les jours de repos du calendrier liturgique. Bon, c'était très intéressant. Je remercie encore une fois tout le monde d'y avoir participé activement ou au moins passivement en étant là. Nous n'avons pas vraiment plus de temps, donc je suis forcé de conclure la séance ici. Nous nous
revoyons, sauf grosse erreur de ma part, pour une nouvelle séance de ce séminaire mercredi, je pense même à la même heure. Donc, merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir, Merci. monsieur. Bonne soirée à vous. Vous de même.